Eh ben merci encore à Laurence et Aurore d'être venues aujourd'hui. Donc une rencontre centrée sur la collection des plumées. Donc en fait on va procéder en trois temps. Est-ce que vous entendez? Parce que parler avec le masque c'est pas facile. On va essayer de pas s'étouffer. Donc on va d'abord parler de la collection des plumées. Ensuite on va centrer sur le vieillard amoureux dont va nous parler Aurore, puisque c'est un texte que vous avez préfacé. Et puis ensuite, on va avoir la chance d'avoir une lecture de cette pièce par Justine et Jean-Claude. Voilà. Donc en trois temps. Donc d'abord, Laurence, est-ce que tu peux nous dire comment t'es venue l'idée de la collection? Enfin, d'abord, tu nous parles peut-être de la maison d'édition Talent Haut et de cette collection qui est un peu à part en fait Oui. dans la maison. À part et en plein dedans. Alors Talent Haut, c'est une maison d'édition que j'ai créée à Saint-Mandé en 2005. Puisque c'était au départ dans mon salon, comme beaucoup de petites maisons indépendantes et familiales. Ça fait donc 16 ans que cette maison d'édition jeunesse existe, avec pour ligne éditoriale tout à fait singulière dans le paysage français, de s'attaquer aux stéréotypes sexistes dans la littérature de jeunesse. Ce qui maintenant est presque devenu banal, pour ne pas dire à la mode, mais qui en 2005 c'était pas si facile que ça et c'était pas si évident. Quand on disait stéréotype, les gens disaient stéré quoi, quand on disait féministe, la plupart partaient en courant. Enfin, donc, c'était pas tout à fait 2021. MeToo n'était pas encore passé par là et moi je m'étais aperçue avec ma collaboratrice de l'époque que les stéréotypes qu'on voit à l'œuvre dans la société étaient aussi à l'œuvre dans les livres de jeunesse. Après tout, pas de raison. On est tous et toutes empreints de stéréotypes de toutes sortes et notamment sexistes et bien évidemment on les retrouvait dans beaucoup de livres qu'on met entre les mains de nos enfants, pas toujours de façon volontaire, bien sûr, c'était tout simplement de l'inconscient, du déni parfois une ligne éditoriale revendiquée pour certaines maisons d'édition, mais en général, c'était vraiment plutôt inconscient. Donc c'était le point de départ de la maison d'édition. L'autre volonté, c'était aussi de ne pas prêcher les convaincus, donc de publier des livres qui soient au moins aussi intéressants, beaux, valorisants, bien écrits, bien illustrés que les autres livres pour enfants, de façon à toucher des gens qui ne s'étaient pas posé la question du sexisme dans les livres et qui donc allaient découvrir quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé, parce que bien souvent au début on me disait mais du sexisme dans les livres pour enfants, mais voyons, bien sûr que non. Les auteurs, les autrices, les éditrices, puisque ce sont presque toutes des femmes, ne sont pas du tout sexistes, donc il n'y a pas de sexisme dans les livres. Or, bien évidemment, comme je le disais, il n'y a pas de raison, en fait, qu'il n'y en ait pas. Et le sexisme, il est souvent dans les détails, c'est-à-dire que maintenant que cette notion est quand même un petit peu entrée dans les esprits, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de livres qui se revendiquent féministes, y compris pour enfants, mais il ne suffit pas de mettre en couverture la 25 millième Frida Kahlo, non c'est ça, qui lève le poing, pour faire un vrai livre exempt de stéréotypes. Le diable est vraiment dans les détails, c'est souvent dans les personnages secondaires, c'est souvent dans la représentation des familles, dans la représentation de la société, que se glissent les stéréotypes de tous ordres, pas seulement sexistes, aussi beaucoup ethniques, sociaux, sanitaires. Vous élargissez, voilà, c'est pas donc juste on a toujours fait attention, essayé de faire attention au plus de stéréotypes possible, parce qu'on ne peut pas se revendiquer maison d'édition avec des convictions féministes si on est raciste, par exemple, ça serait quand même assez absurde. Donc on a toujours essayé de prêter attention à tous les stéréotypes, mais c'est vrai que notre sensibilité de femme et nos convictions militantes à toutes, je me tourne vers Justine qui est là, qui travaille avec moi depuis longtemps, 12 ans, 10, je ne saurais jamais, longtemps. Et du coup, est-ce que vous avez une charte des critères qui vous permettent de passer un texte tamis de ceci pour voir si ils sont Alors, on n'a pas de conformes ou charte. On n'a pas de charte parce que le sexisme a beaucoup d'imagination. Donc, je pense que si on se faisait une charte, on en oublierait. Donc, non, on n'a pas de charte, mais c'est vrai que c'est un peu toujours les mêmes choses qui reviennent. Dans les illustrations, bien évidemment, c'est les représentations physiques des personnages qui sont... les femmes ont toujours des grands cils comme ça, donc sous-entendu, elles se maquillent, donc elles sont coquettes, donc elles sont superficielles et frivoles, etc. Dans les textes, souvent, les représentations de femmes d'un certain âge, alors on dit toujours, par défaut, c'est toujours une grand-mère. La grand-mère sortie et elle a acheté ses courses pour... Ou la grand-mère sortie pour aller travailler même.
simplement à partir d'un certain âge, on est une grand-mère, sous-entendu, on est une mère, donc c'est une façon de rééditer une injonction à la maternité qui fait partie des stéréotypes qui pèsent sur les épaules des femmes. Donc tout ça, c'est vraiment des choses qui reviennent, donc on retrouve régulièrement et auxquelles on est bien sûr attentive. Mais comme je le disais, le sexisme est très imaginatif et se glisse partout. Donc Talent Haut, maison d'édition centrée sur la jeunesse, et à partir de là, vous avez donc imaginé la collection Les Plumées, d'abord super titre quand même. Alors déjà Talent Haut, super nom, vraiment, et Les Plumées, ça s'inscrit bien dans cette filiation-là. Est-ce que tu peux juste nous dire, avant de parler de la collection, déjà, mais ça va tout dire, le nom de la collection? Chez Talent Haut, on travaille de façon très collégiale, c'est je pense ce qui fait notre force. Le nom des collections, les titres des livres sont souvent le fruit d'une longue maturation du texte, bien sûr, mais aussi de ce qu'on appelle un remue-ménage, où chacune apporte ses idées, sa liste d'idées. On essaie vraiment de s'astreindre au remue-ménage tel qu'il doit être fait, c'est-à-dire sans critique, sans malveillance, bien sûr, de façon à trouver le meilleur titre. Et c'est vrai qu'on se débrouille pas trop mal, quelques loupés, mais dans l'ensemble. Donc les Plumées, on tournait autour de, bien sûr, les femmes de plume, les femmes qui écrivent, mais aussi de la spoliation, parce que c'était ça l'idée, c'était que les femmes sont spoliées de leur œuvre, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas alors qu'elles ont toujours écrit. On commence un peu à entrer dans le sujet, mais les femmes ont toujours écrit, elles ont toujours bien écrit. Alors comment se fait-il que des éditrices de chez Talent Haut, éditrices féministes, vous l'aurez compris, ça vous aurait échappé, quand même à peu près éduquées, engagées, grosses lectrices pour la plupart, ne soient pas capables de citer spontanément plus de 5 noms d'écrivaines, alors que, en principe, il devrait y en avoir plus. C'est à partir de cette question-là qu'on a eu l'idée de chercher le pourquoi. On va y revenir, et de lancer une collection qui dénoncerait justement cette invisibilisation, cette spoliation, et pour en revenir au titre, en cherchant voler, plagier, spolier, dépouiller, évincer, invisibiliser, cacher, etc. On est arrivé à plumer. Je crois que c'est Justine qui a eu le déclic, et on est arrivé à Donc ce nom évocateur. l'idée de la collection est née, enfin c'est ça qui a primé en fait. Non, c'est un texte. parce que je voulais répondre à ta question. Mais donc c'est parce que vous avez eu entre les mains un texte, ou parce que vous avez voulu mettre en valeur les textes de femmes oubliées? Non, on s'est vraiment posé, en tout cas je me souviens très bien de m'être posé la question, mais comment ça se fait qu'une fois que j'ai dit Sagan, Yourcenar, Georges Sand, pourquoi je ne peux pas rapidement, j'étais plein, j'ai eu besoin de chercher, même moi. Donc je me suis dit, il y a un truc qui est bizarre, j'ai ressorti mes Lagarde et Micharde, que j'avais gardé religieusement, d'où ce qui montre aussi mon aveuglement. Parce que quand j'ai regardé le Lagarde et Micharde, d'abord il n'y a pas de femmes. Quand il y en a, elles sont escamotées rapidement, et elles sont soit traitées d'auteurs masculins mineurs, soit on parle de leur vie sentimentale, familiale, de leurs amants, de leurs maris. Et en tout cas, il n'y en a pas une qui soit... il y avait Nathalie Sarraute, je crois, dans le XXe siècle. D'ailleurs, elle est entre autres. Après, on s'est aperçu que de la même façon, pas d'autrice dans les manuels scolaires. Il y a 4% de textes de femmes dans les manuels de français de lycée. Toutes catégories confondues, professionnelles, générales, techniques, technologiques. 4%. Voilà, c'est déjà beaucoup dit. Hein. Donc, pas dans le scolaire, donc forcément pas dans les anthologies, pas dans les prix littéraires. Même pas moins de 10% des prix Goncourt, depuis la création du Goncourt, sont des œuvres de femmes. Là aussi, ni dans les jurys, et ça oui. est sorti oui. ces derniers temps. Bien sûr. Ni dans les jurys, dans les faiseurs de programmes scolaires, de programmes universitaires. Bon, il y a 3 femmes au programme du bac de français maintenant, sur 12, je crois. Et ça date de 2 ans. Hein. Avant, on n'avait que la princesse de Clèves. Et elle a bien failli passer la trappe en plus grâce à donc il y en a 3 sur 12, c'est pas mal, mais enfin voilà. La grecque, je crois que ça va un peu mieux, Justine, c'est que notamment Marguerite de Navarre qui est au programme de la grecque cette année, mais enfin ça reste très minoritaire, et puis c'est tout un système en fait qui concourt à cette invisibilité.
Et donc, alors, avec quoi vous avez, par quoi vous avez commencé? Le premier texte que vous avez sorti dans cette collection? Alors, je pourrais dire le premier texte qu'on a lu, mais on en a lu, je sais pas, 100. 100 à marche forcée l'été 2019, ou 18. On a vraiment beaucoup, beaucoup lu, surtout au début, parce que. Mais je pense qu'on avait aussi une forme de complexe d'imposture, comme souvent ont les femmes, y compris dans la démarche de la collection, où on voulait se prouver à nous-mêmes qu'on ne se trompait pas et qu'on avait vraiment un corpus important dans lequel piocher. Ce qui est quand même, c'est quand même fou quoi, de se dire que même en ayant fait toute cette démarche d'identification du problème, on était quand même dans l'idée que peut-être qu'elles n'avaient pas tant écrit que ça, et puis peut-être qu'elles écrivaient mal. Et on a dû se prouver à nous-mêmes en lisant tous ces textes que bien sûr qu'il y avait une matière. Et maintenant, donc le premier texte c'était Marie-Claire. Le premier qu'on a choisi c'était Marie-Claire. C'était l'un des trois premiers. Moi, c'était vraiment une révélation, un coup de cœur. C'est pas le plus inconnu parce qu'il était quand même disponible chez Grasset, assez confidentiel, mais malgré tout, il existait toujours. Mais en revanche, qu'on lise Marie-Claire ou l'atelier de Marie-Claire, qui raconte. Donc Marie-Claire, c'est l'enfance de l'autrice, c'est autobiographique. Elle écrivait pour elle jusqu'à ce que c'est Octave Mirbeau, je crois qu'il a convaincu de publier. Et donc elle a publié ses souvenirs d'enfance, puis ses souvenirs de jeunesse où elle était couturière dans un atelier. Moi, je trouve que ça vaut bien des dollars. En tout cas, elle n'était pas complètement aussi inconnue que d'autres, mais malgré tout, comparée à ses homologues masculins de l'époque, je pourrais faire un sondage, je pense qu'elle. Ouais, moi j'ai découvert. Et c'est une plume d'une pureté et d'une sensibilité vraiment étonnante. C'est très poétique, c'est très touchant, c'est facile à lire, mais comme tous les grands textes sont faciles à lire en fait. Donc ça c'était les deux premiers. Qu'est-ce qu'on a dans le genre trouvailles aussi, moi je trouve la Victoire Larouche de Georges de Perbrune, puis en plus c'est une jolie histoire parce que on a reçu un mail d'un monsieur qui nous a dit je suis un fan, d'une autrice, j'habite dans le Gers, elle est de la région, elle est complètement méconnue, elle a été publiée très peu par des éditions régionales, mais vraiment ça vaut la peine. Et nous avons envoyé des textes, mais beaucoup de textes, parce qu'elle a beaucoup écrit. Et on a choisi Victoire Larouche, qui est donc une histoire malheureusement inspirée de. C'est la Bécassine du Sud-Ouest, mais pas pour les enfants. Donc c'est la vraie vie des domestiques, des esclaves domestiques en fait, du 19e, avec la tragédie d'être à la fois femme, prolétaire, inculte, et donc victime à tout point de vue des hommes et des patrons. Donc c'est un texte assez dur. Voilà, et puis pour ce qu'on aime bien aussi, parce que c'est assez parlant pour, je trouve, pour le grand public, c'est trouver des femmes qui ont un nom qui parle. Par exemple, là, c'est Judith Gauthier, fille de Théophile, qui est complètement inconnue, enfin, qui n'est pas complètement inconnue, c'est pas vrai. Elle a été elle aussi publiée beaucoup en son temps. C'est une des premières traductrices des langues asiatiques. Elle, du chinois notamment, elle a beaucoup écrit, elle est très cultivée, elle a écrit dans toutes sortes de catégories, et elle a publié d'abord sous un pseudonyme, puis sous le nom de son mari. Elle a beaucoup travaillé avec son père, elle a beaucoup participé aux recherches et aux salons tenus par son père, et elle est quand même relativement méconnue. On connaît, et moi je préfère Judith à Théophile, personnellement. Ça passe mieux l'épreuve du temps. De même que je crois qu'il y a là Julia Daudet. Donc là, c'est la femme d'Alphonse. Ce sont là aussi des souvenirs d'enfance, une enfance beaucoup plus heureuse et choyée que celle que j'ai citée, mais également très touchante, très actuelle, bizarrement. Ça évoque plein de choses d'aujourd'hui. On voit la continuité du temps. C'est pareil, c'est une écriture formidable. Et Alphonse disait d'elle qu'il n'avait pas écrit une seule ligne sans qu'elle s'en soit mêlée. Ça sous-entend quand même un petit peu beaucoup de mains.
Voilà, dans un tout autre style, les naufragés de la Méduse. Alors, on n'est pas dans de la grande littérature, je dirais, c'est plus un témoignage, mais un témoignage quand même exceptionnel, puisque c'est une des rescapées du naufrage de la Méduse, et donc du radeau de la Méduse, qui a raconté et le naufrage et ce qui s'est passé après, puisqu'elle a été elle a échoué au Sénégal, au large du Sénégal, sur une petite île avec sa famille, enfin, avec les quelques rescapés de sa famille, parce qu'il y a eu beaucoup de voyageurs. Et il y a passé 5 ans à essayer de se battre contre la nature, l'administration française qui ne voulait pas les rapatrier ou les indemniser ou les aider. Et donc c'est un témoignage exceptionnel qui, je crois, n'avait pas été publié de cet événement quand même que tout le monde a en tête. Et c'est une jeune femme qui a écrit ses souvenirs. Il n'y a pas beaucoup de titres dans la collection, mais je suis assez intarissable. Il y a une dimension qui est intéressante aussi, dans notamment les titres que tu as cités, c'est que c'est la condition des femmes vue par les femmes, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui parlent des femmes en tant qu'hommes, et tu as cité Zola, voilà. Là, c'est vraiment vu de l'intérieur. C'est ça aussi qui est intéressant, je trouve, dans ces textes, et notamment Marie-Claire et l'atelier de Marie-Claire. Voilà, c'est leur vie racontée par elles, quoi. Je pense qu'il y a plusieurs explications. D'abord, on parle bien de ce qu'on connaît, évidemment. Il y a ce complexe d'imposture que je mentionnais, hein, en tant que femme, on parle de ce qu'on connaît, mais s'aventurer sur le terrain des hommes, on n'ose pas trop, eux ne se gênent pas. Alors que c'est presque dénier la littérature, hein, projeter dans la tête de quelqu'un d'autre, c'est quand même une des définitions de la littérature, de la création. Et par ailleurs, les femmes avaient quand même peu de temps, peu accès à l'éducation. Enfin, pendant toute une période, elles avaient peu accès à l'éducation. Donc forcément, il fallait qu'elles parlent de ce qu'elles connaissaient. Et souvent, ça portait sur les thématiques du mariage, de l'éducation des enfants, de la religion, donc, notamment au XIXe siècle. L'une des difficultés qu'on avait pour choisir des textes, il y en avait qui étaient bons, mais ça tournait toujours autour de ça, de l'impossible mariage, de la recherche du parfait mari et de l'éducation terriblement difficile des enfants quand on est une femme un peu désargentée ou enfermée par la religion. Donc tout ça fait qu'on a essayé de diversifier beaucoup, et c'est aussi une des choses importantes dans cette collection, c'est qu'on a à cœur de montrer non seulement le talent des femmes, leur invisibilisation, mais aussi la diversité dans le temps et dans les styles. On va en venir au théâtre, mais effectivement, j'ai parlé de quelques romans. On a publié aussi un essai politique préfacé par Michel Perrault, Opinion d'une femme chez les femmes, de Fanny Raoul, publié en 1802. Donc les femmes ont aussi publié des écrits politiques, du théâtre, de la poésie. Renée Vivien, grande poétesse, connue pour ses poèmes, a écrit un roman qui n'avait jamais été publié depuis 100 ans. C'est qu'on a publié sous le titre L'Aimé, qui est un chef-d'œuvre de la littérature romantique et un peu comment dire, symboliste presque. Donc il y a vraiment une grande diversité de styles aussi, d'époque, hein, puisque le premier texte de femme est l'un des premiers textes, est l'œuvre d'une japonaise au XIe siècle. C'était de la poésie, c'était une femme. Christine de Pisan en 1404 quand même était non seulement écrivaine, mais éditrice, chef d'entreprise, et très accessoirement mère de famille. Mais, se faisait aider de son fils. Hein. Donc, c'est pas d'aujourd'hui que les femmes écrivent et travaillent dans la littérature, et dans toutes sortes de rôles et de styles. Simplement, le 19e siècle, hein, le 19e siècle a concouru, mais pas seulement le 19e, mais beaucoup le 19e, a concouru à les plumer. Et donc, pour faire la transition un peu sur le livre dont vous avez fait la préface, Aurore, donc ça couvre beaucoup d'époques, y compris le XVIIe siècle, hein, c'est ça, je ne me trompe pas, avec ce texte de Françoise Pascal, qui est en fait une autrice de théâtre, qui est une des premières à avoir été jouée, enfin déjà à avoir écrit, à avoir été jouée par des troupes professionnelles.
Vous pouvez nous en parler un petit peu avant de rentrer dans le texte lui-même? Je peux dire juste un tout petit mot pour te Oui, présenter, pardon, parce c'est que- vrai, j'aurais dû. Non, mais je ne suis pas sûre d'être très factuelle dans ma présentation, mais simplement dire que Aurore est bien sûr une spécialiste du théâtre. Elle est elle-même metteuse en scène, comédienne, je ne sais pas, si, aussi, de grand talent. Je vous conseille, tu nous diras ce qui est en préparation, c'est comme ça que je l'ai découverte. Et elle est surtout une spécialiste du matrimoine, qui est bien sûr le fil directeur de notre collection, et dont elle pourra vous dire un mot. Et donc, dans la collection, on a décidé de faire des préfaces écrites par des spécialistes ou de l'œuvre ou de l'époque du livre concerné. Et c'est comme ça qu'on en est venu à se rencontrer avec Aurore. Je veux bien que tu complètes ton pédigré si tu le souhaites. C'est juste pour dire que. Enfin, on se situe aussi dans ce contexte. Oui, c'est très bien résumé. Oui, donc effectivement, cette rencontre s'est faite autour du vieillard amoureux de Françoise Pascal avec les éditions Talon. Tu m'avais demandé plusieurs pièces d'ailleurs. C'est vrai, on a choisi ce choix-là. Françoise Pascal, effectivement, symboliquement, eh bien, c'est effectivement une des premières autrices de théâtre professionnel. Alors évidemment, quand on dit ça, on a toujours peur d'en effacer une dont on ne connaît pas l'existence. Elle écrit en fait dans les années 1650-1660, donc c'est vraiment une contemporaine de Molière. Elle est lyonnaise. Avant elle, il y a sans doute eu Madeleine Béjart. Madeleine Béjart, on sait qu'elle a écrit du théâtre, mais ça n'a pas été édité. On a juste des manuscrits. Molière a aussi sans doute été initiée au théâtre par une autrice, Madeleine Béjart. Et Françoise Pascal, donc effectivement, est à Lyon au moment où il y a toutes ces troupes de Commedia dell'arte et les troupes de Molière, effectivement, qui circulent. Et donc on sait, elle, qu'elle a été jouée par les troupes professionnelles. Elle est gouvernante pour des enfants à Lyon, du gouverneur de Lyon. Et elle est aussi peintresse, elle vend ses toiles, on sait, on n'en a pas gardé, on n'en a pour l'instant aucune trace, on retrouvera. Elle est aussi musicienne, compositrice, et puis elle écrit surtout, elle aime énormément le théâtre, et donc elle écrit des pièces. Et elle, alors c'est quand même une des rares autrices du XVIIe siècle à écrire dans tous les genres. On va la trouver dans les farces, qui étaient assez rares pour des femmes de l'époque, parce que c'était quand même un comique assez considéré comme trivial, dans les comédies, dans les tragicomédies, dans les tragédies, dans les pièces à machine même. Et donc, elle est montée par les comédiens de Lyon, et sans doute même, je m'imagine bien que Molière a dû voir des pièces d'elle quand il passe à Lyon. Il y a des liens d'ailleurs avec certaines pièces de Molière, notamment dans Les Femmes savantes, il y a La Bélise, La précieuse ridicule, on retrouve une des pièces de Françoise Pascal, une farce qu'elle a écrite, une petite farce en un acte, où on a déjà ce personnage-là. Et puis donc il y a Le Vieillard amoureux. Alors Le Vieillard amoureux, on est dans les années 1662-64, et là on pense qu'elle a écrit cette pièce parce qu'elle avait l'intention de monter à Paris, et qu'elle voulait essayer de la faire jouer à Paris. Donc effectivement, elle va sans doute la faire jouer par l'Hôtel de Bourgogne, mais parce qu'elle utilise le nom de Philippin, qui était un farceur de l'Hôtel de Bourgogne, mais apparemment ça va être quand même sa dernière pièce. Mais ça va lui permettre quand même de monter à la capitale et commencer à se faire connaître, et ensuite de rentrer dans les réseaux précieux, et ensuite voilà, elle va continuer plutôt dans la poésie et dans la musique. Et quelle femme, hein, parce que dans la préface, vous parlez un petit peu d'elle, c'est vraiment un choix, elle sacrifie tout pour venir à Paris et assouvir sa passion, c'est incroyable. Exactement, c'est ce qu'on n'imagine pas en général, qu'à l'époque de Molière, Corneille, Racine, il y avait des sœurs de plume, voilà, contrairement à ce qu'a pu par exemple penser Virginia Woolf, en fait elles ont existé et elles avaient vraiment des stratégies de carrière. Parce que juste après Françoise Pascal, au moment même d'ailleurs où Françoise Pascal arrive à Paris, il y a Madame de Villedieu, elle aussi, qui va monter des pièces, 3 pièces, notamment Le Favori qui va être joué par Molière, et puis Devant le roi à Versailles, et puis ensuite Catherine Bernard, etc. Mais effectivement, Françoise Pascal, elles ont un petit peu toutes ce même parcours, c'est-à-dire que souvent ce sont des femmes célibataires, donc libres, et qui ont besoin de gagner leur vie avec leurs écrits. Donc le théâtre est aussi un moyen, c'est une passion, mais c'est aussi un moyen de pouvoir se faire un nom, parce que c'est rare qu'une femme puisse écrire du théâtre, et voilà, donc ça les rend tout de suite célèbres.
Et souvent, c'est vrai qu'après avoir... Elles sont jeunes hein, quand elles écrivent, elles ont entre 20 et 25 ans hein, quand elles écrivent ces pièces. Hein. Et puis une fois qu'elles se font connaître, c'est souvent aussi par contre plus difficile de rester. C'est pas le théâtre qui va leur permettre aussi de gagner, ça va leur permettre d'être célèbres, mais ça va pas forcément leur permettre de gagner suffisamment d'argent. Donc souvent après elles vont vers d'autres genres littéraires et elles tissent des liens également avec les mouvements précieux pour être protégées, etc. Voilà. Donc c'est souvent une stratégie de carrière aussi, de début de carrière. Un tremplin. Voilà, un tremplin, exactement. Et qu'est-ce qu'elle a fait alors après? Alors après, effectivement, on la retrouve surtout dans les milieux précieux, elle va faire surtout de la poésie. Je pense qu'elle va être protégée par quelques personnes, de personnalités féminines en général. Et puis de la musique, on retrouve des compositions, des airs de musique avec des paroles de Françoise Pascal jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Mais c'est amusant parce qu'elle décrit, quand elle arrive à Paris, on a une lettre d'elle à sa sœur où elle explique qu'elle vit seule chez elle avec son perroquet et sa servante et sa chatte, je crois, et voilà, et elle vit comme ça et elle écrit. Et donc c'est assez rare d'avoir des témoignages sur le quotidien hein, de ces femmes. Voilà, c'est des femmes indépendantes et Ouais, hors du commun quand même. Pas beaucoup. plus qu'on le pense. Hein. Ouais. On a une mauvaise vision en général du 17. C'est juste qu'elles ne sont pas connues. Voilà. Ouais. C'est pas venu jusqu'à nous, enfin jusqu'à à moins de travailler dessus. Mais c'est vrai que moi je connaissais absolument pas ni elle ni personne d'ailleurs. Je sais pas si c'est peut-être pas le cas des personnes qui sont là. Mais et donc vous voulez nous parler peut-être un peu de l'invisibilité justement de ces femmes de théâtre Oui, tout à fait. Pour vous donner déjà quelques chiffres, parce que les chiffres sont parlants. Hein. On compte 150 autrices de théâtre sous l'Ancien Régime, dont Françoise Pascal. Il y en a quand même 150. C'est pas mal. Ouais. On en compte 350 au 19e et on en compte 1500 au 20e. Donc on a quand même un corpus hein, de 2000 autrices de théâtre. Bon, elles n'ont pas toutes écrit des chefs-d'œuvre, voilà, comme pour les hommes en fait. Hein. Mais maintenant, si on regarde, mais par contre, il y en a beaucoup qui ont été célèbres en leur temps, qui ont été traduites, hein, qui ont été jouées, y compris dans d'autres pays. Et maintenant, je vais vous donner les chiffres des autrices qui sont rentrées au répertoire de la Comédie Française. Elles sont 17 sous l'Ancien Régime, 13 au 19e, 5 au 20e. Et aucune ne rentre au répertoire de la Comédie Française entre 1958 et 2002. C'est-à-dire que voilà, il était plus facile d'être joué à la Comédie Française au XVIIe et au XVIIIe siècle que dans la deuxième partie du XXe siècle. Donc voilà, je donne très souvent ces chiffres parce que tout de suite, ça nous permet de nous rendre compte effectivement de la réécriture de l'histoire aussi. Donc elles ont été effectivement invisibilisées, surtout à partir du XVIIIe et XIXe siècle, c'est-à-dire au moment où on commence, XVIIIe c'est le début où on commence à écrire les histoires du théâtre, les dictionnaires du théâtre. Alors au XVIIIe, on met tout le monde dedans, parce qu'on a besoin de montrer qu'on a un théâtre fort, qu'on est une nation avec une grande culture, et souvent la présence des femmes montre aussi, on met en avant pour eux la civilisation de la culture française, etc. Et puis plus il y en a à rentrer, plus on commence à sortir les autrices. Et puis souvent, on les fait rentrer, mais avec des discours dépréciateurs ou des migrants, etc. Et puis alors, comme c'est un jeu de copier-coller, quand on arrive au 19e siècle, soit elles n'y sont plus, soit elles y sont, mais en des termes extrêmement dépréciatifs. Donc c'est comme ça que l'effacement se fait. Mais ce qui est intéressant pour vous donner également d'autres chiffres sur la question de l'évolution de cette histoire des autrices de théâtre, c'est que on est à la veille de la Révolution française. Il y a un des premiers dictionnaires de théâtre, qui est celui de Charles de Mouy. On est à la veille de la Révolution française. Et dans son dictionnaire, où il référence à peu près tous les auteurs et toutes les autrices à l'époque, hein, elles ne sont pas encore retirées, on a 3% d'autrices de théâtre. C'est à peu près le chiffre en proportionnel par rapport aux auteurs. Si on va à la fin du XXe siècle, hein, dans les années 1990 et republié dans les années 2000 du dictionnaire de théâtre de Corvin, qui est un peu la Bible du théâtre aujourd'hui, on a également 3% d'autrices de théâtre. Sauf que depuis, il y a eu 2000 autrices de théâtre. C'est-à-dire qu'on arrive, entre avant la pré-révolution française et fin 20e, début 21e siècle, on est toujours à 3% d'autrices de théâtre de représenter dans les dictionnaires les histoires de théâtre. Donc ça, effectivement, l'effacement, il se lit ici. De façon assez tragique. C'est intéressant. Et il est très... Voilà.
C'est récent, c'est-à-dire qu'elles ont vraiment été effacées. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à découvrir ces autrices de théâtre, au départ, voilà, j'avais 20 ans, je commençais mes études, j'imaginais même pas, disait Laurent, qu'il y ait pu avoir des autrices de théâtre avant Marguerite Duras. Les deux qu'on sauve en général, c'est Duras et Sarraute, voilà. Et moi, j'ai commencé à travailler sur les comédiennes, les premières comédiennes, parce que je savais qu'il y avait eu des premières comédiennes, ça, voilà. Et c'est en travaillant sur les premières comédiennes que là, je découvre que ce sont des femmes, en fait, très intelligentes et lettrées, pas simplement, voilà, des courtisanes ou des semi-prostituées, comme on a voulu faire croire, que je découvre que certaines ont écrit. Et c'est là, qu'en tirant le fil, je m'aperçois qu'effectivement, bah, il y a eu les actrices et puis il y a eu des autrices. Et donc, question totalement candide, mais c'est une stratégie, l'invisibilisation, enfin, le fait de faire disparaître les noms. C'est très complexe. Enfin, le 19e siècle était quand même particulièrement misogyne et sexiste. C'est clair qu'une femme qui écrit, déjà c'est mal vu, mais alors une femme qui écrit du théâtre, c'est hors de question. Donc là, effectivement, il y a une volonté, évidemment, de les effacer. Il y a aussi la question, voilà, ça se fait aussi, on voit qu'il y a des auteurs, des dictionnaires de théâtre qui se copient-collent, donc ils reprennent celui d'avant, et puis voilà, donc il y a tout un stratagème comme ça. Après, on a quand même Voltaire qui, lui, sciemment, a vraiment fait beaucoup de mal à l'histoire des autrices de théâtre, parce que quand il fait la France, le siècle, le grand siècle, enfin son histoire du grand siècle, et il va garder évidemment Molière, Corneille, Racine, et il va énormément déprécier les autrices de théâtre, notamment Catherine Bernard, qui était jouée à la Comédie Française à la fin du XVIIe siècle, en expliquant qu'en fait c'est pas elle qui a écrit ses œuvres, mais Fontenelle, et alors qu'il va lui emprunter il va la plagier et prendre des extraits, des passages de son texte dans son propre Brutus. Donc voilà, là il y a effectivement une volonté quand même de... Et alors, comment est-ce que vous travaillez là-dessus? Comment est-ce que vous arrivez à les faire sortir, à les exhumer, à les mettre en avant? Bah, ça a été très long, hein. Moi j'ai commencé dans les années 2000, donc vous voyez, ça fait un travail de 20 ans à peu près. Un travail de 20 ans. Ce qui s'est passé, c'est que moi à l'époque j'étais doctorante donc à la Sorbonne Nouvelle, et donc voilà, je venais de travailler sur les actrices, je découvre les autrices, donc je commence à me lancer dans un DEA puis une thèse sur ce corpus. Les Américains avaient quand même presque 10-20 ans d'avance sur nous, c'est-à-dire que dans les années 1990, eux, notamment Perry Guetner, enfin dès les années 80, ils avaient commencé à faire des recherches sur ces autrices de théâtre de l'ancien régime français. Dès les années en 1993, je crois, Perry Guetner publie la première anthologie du théâtre de femmes de l'ancien régime aux États-Unis. Et en plus, il traduit ses textes en anglais. C'est-à-dire que dans les années 90, les étudiantes américaines pouvaient étudier Françoise Pascal, Madame de Villedieu, Catherine Bernard, en français et en anglais. Et nous, on avait le Lagarde et Michel. Et voilà. Super. Et moi, voilà. Et moi, en 92, 93, j'ignore totalement leur existence. Donc c'est vrai qu'il y a eu un travail. Il y a eu aussi un travail extraordinaire fait par une doctorante. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. J'ai essayé de faire des recherches. Nadège Bonifay, qui était à la Sorbonne Nouvelle et qui en 1988, donc sans internet, sans rien, a publié tous les noms, elle a fait une recherche de tous les noms d'autrices de théâtre et de leurs œuvres, de Marguerite de Navarre, ce qu'on en parlait tout à l'heure, du XVIe siècle jusqu'à la fin du XXe siècle, sous forme de tableaux dactylographiés, même pas à l'ordinateur, qui est à la bibliothèque Gaston Batty de la Sorbonne Nouvelle, et qui a sans doute servi à une autre chercheuse américaine, justement, Cecilia Beach, dans les années 90, à faire une édition en 2 volumes, pareil, sous forme de tableau un peu plus complet, de toutes ces pièces et de toutes ces autrices. Donc pour moi, ça a été effectivement un bon point de départ, et puis après, recherche dans les bibliothèques, etc. Et voilà, et la première grande étape, alors puisqu'on vient à l'édition, pour dire que vraiment cette édition du vieillard amoureux chez Talent-Haut, pour moi, ça a été une étape importante et émouvante, parce que c'est une continuité éditoriale
La première étape pour la France, pour éditer ses œuvres, ça a été 2007. On ne savait pas comment faire publier ses œuvres, et à l'époque, Eliane Viennot, donc qui était présidente de la CIEFAR, la Société internationale pour l'étude des femmes de l'Ancien Régime, a monté une collection, La Cité des Dames, aux presses universitaires de Saint-Étienne. C'était la première collection qui permettait enfin de publier des textes de femmes de l'Ancien Régime dans une version poche, pas chère, pour que les étudiantes et les étudiants puissent travailler ces textes, parce que ça coûtait une fortune de pouvoir les faire travailler. Et là, du coup, elle nous propose, à moi, Henriette Godwin et Perry Geithner, donc les deux chercheurs américains avec qui je travaillais, de publier l'anthologie du théâtre de femmes de l'Ancien Régime en 5 volumes. Donc on a commencé à le publier presse universitaire Saint-Étienne, mais c'est quand même des éditions quand même assez confidentielles, pas facile, difficile de s'en procurer. Donc l'étape suivante, ça a été de pouvoir les rééditer chez Classique Garnier. Donc maintenant, elles sont chez Classique Garnier, donc une maison d'édition avec plus de visibilité, de légitimité aussi, mais par contre des ouvrages plus chers, même si maintenant on peut aussi ils ont été aussi numérisés. Mais vraiment ensuite, l'étape pour moi importante, ça a été effectivement ce regard amoureux chez Talent Haut, parce qu'enfin, on était dans une édition jeunesse, une édition poche, qui permettait de rendre accessibles ces œuvres. Et ça, c'est une étape très importante pour que ces pièces puissent commencer à se diffuser, notamment, moi j'ai souvent des professeurs de lycée, de collège qui m'écrivent en me disant, je voudrais essayer de faire étudier ces œuvres, est-ce que vous auriez ces pièces, comment les trouver, etc. Donc là, enfin, il y a le vieillard amoureux. Et alors, pourquoi cette pièce-là? Parce que j'imagine parmi toutes les possibilités que vous aviez, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est ça que vous avez choisi? Alors, moi, j'en avais envoyé plusieurs, dont La Folle en chair, de Madame Ulrich, qui fonctionne bien. D'ailleurs, ça sera la prochaine. Et on cherchait une pièce quand même accessible à partir du collège quand même. Comme ces pièces ne sont pas connues, alors c'était très juste ce que disait Laurence tout à l'heure, quand on lit ces textes, moi la première, il y a tellement de poussière, de dépréciation, de siècles de dépréciation qui les entourent, qui nous apparaissent, enfin même nous, on se dit, on les trouve bien, mais est-ce qu'on est sûr? Il y a toujours ce doute, vraiment. Et en plus, ce sont des textes de théâtre, et vraiment, ces textes de théâtre, ils reprennent vie, on arrive vraiment, pour avoir travaillé dessus uniquement sur papier, et ensuite avoir pu travailler dessus sur plateau, c'est quand ils sont sur plateau, quand ils sont pris en charge par les comédiens et les comédiennes, que là, on découvre aussi toute leur qualité. Donc c'est vrai qu'il fallait trouver une pièce qui puisse être assez vite reçue, pas trop complexe. Et le vieillard amoureux, je crois, s'y prêtait. La Folle en chair, c'est vrai que surtout quand on les lit sans les avoir vus sur le plateau, peut apparaître plus complexe dans l'écriture. Et puis parce qu'il n'y avait pas aussi tout appareil critique, Parce que parmi les objectifs de la collection, il y avait effectivement cette volonté de toucher le jeune public et le grand public, de donner envie de lire, parce que finalement c'est ça, on a parlé du corpus énorme, parce que ça c'est vraiment la toute petite partie émergée de l'iceberg, donc c'est de donner envie à tout le monde, à vous et aux jeunes, d'aller en découvrir plus. Donc on a choisi de saupoudrer un peu dans les différentes époques et dans les différents styles, pour que chacun ait envie d'aller tirer le fil qu'il a envie de tirer. On ne peut pas tout publier, Talent Haut c'est quand même une petite maison, c'est plus une démarche en fait, cette collection, que une prétention, alors absolument pas à l'exhaustivité, pas universitaire non plus, donc effectivement on n'a pas d'appareil pédagogique parce qu'on n'est pas compétente pour ça, parce qu'on n'a pas forcément les bons réseaux, comme on parlait de Garnier Femmes Armure. Tout ce qui est circuit universitaire ou scolaire, c'est autre chose, c'est un autre métier. Nous, on est une maison d'édition pour la jeunesse littéraire, de fiction, donc on sait ce qu'on peut faire avec nos moyens. Et là, c'est plus un peu un poil à gratter, quoi. C'est pour donner envie de découvrir autre chose. Mais c'est sûr que c'est dérisoire à côté de tout ce qu'on pourrait faire. Oui, mais c'est vraiment, c'est la première édition poche, grand public, d'un texte d'autrice de l'Ancien Régime. Vraiment. Alors effectivement, maintenant, il va falloir que l'étape d'après,
c'est des éditions scolaires. Voilà. Là, Mais il y a beaucoup de rééditions en ce moment, hein, Ça commence, je de pense textes que- de femmes. Bah, On sent Isolune qu'on est a... réédité en scolaire. Donc un des premiers textes de la collection Plumée vient d'être réédité Ah, en voilà. version Ah scolaire. voilà, donc vous Chez avez Altier. effectivement assez, Et ça, j'ai pas entendu. Chez Altier, je crois. D'accord. Donc avec un appareil pédagogique, etc. On sent que... Mais bon, on a l'habitude chez Talent Haut, hein, On révèle les talents. Et de lancer des idées, puis après de se faire un Vous avez peu... quand même ce partenariat avec l'IREGO, C'est ce concours extraordinaire Oui, destiné petit. aux classes de CP-CE1, qui permet aux enfants d'écrire un texte sans stéréotype de sexe et que vous éditez en fait. Donc ça c'est c'est une belle Oui. entrée, je trouve, avec l'éducation nationale. Oui, oui, on a une phare. On n'hésite pas, quoi. Et vous l'avez mise en scène et jouée, cette pièce-là, ou pas? Alors, Le Vieillard amoureux, pas encore. J'ai un projet, je ne sais pas si ça sera ça pour faire dans des conditions, voilà, peut-être dans un an ou deux. J'aimerais, effectivement. Mais non, j'avais finalement choisi La Folle en chair de Madame Rick. Je les compare tous les deux parce que c'est toutes les deux des pièces de travestissement. Voilà. Et c'est d'ailleurs amusant, enfin, La Folle en chair, c'est publié fin du XVIIe siècle, dans les années 1690 par Madame Ulrich. Donc à 30 ans de distance, c'est comme si Madame Ulrich avait lu la pièce de Françoise Pascal et qu'elle l'avait inversée. Françoise Pascal, c'est l'histoire d'un vieux barbon qui ne veut pas que sa fille se marie parce que ça va lui coûter de l'argent et que lui, il veut encore épouser une jeune femme. Et donc du coup, il y a un stratagème où l'amant de la fille se déguise en femme et du coup, le vieux barbon tombe amoureux de lui, d'elle, et veut l'épouser. Et Madame Ulrich, c'est l'inverse. C'est une vieille barbonne, c'est une femme qui a un fils. Elle ne veut pas qu'il se marie parce qu'elle veut rester jeune et belle et qu'elle ne veut surtout pas devenir grand-mère. C'est amusant parce que c'est pas l'argent, là, c'est les années. En fait, voilà. Et donc, elle va tomber amoureuse de l'amante de son fils qui s'est déguisée en homme. C'est vraiment le miroir de cette pièce. C'est un hasard, vous pensez, ou Je ne sais pas. Genre là, je ne peux pas. Il n'y a pas de. On n'a pas trace voilà, parce que le lien entre Madame Ulrich et Françoise Pascal, mais c'est vrai qu'elles évoluent quand même dans le salon précieux de la fin du XVIIe siècle. François Pascal écrit en ce moment de la musique. Elles sont vraiment quand même dans deux univers très opposés, parce que Françoise Pascal va plutôt aller de plus en plus vers la religion, vers des œuvres religieuses, alors que Madame Ulrich est une libertine qui va finir enfermée par Louis XIV voilà, chez les réfugiés, au refuge justement. Et Françoise Pascal d'ailleurs, dans sa pièce, c'est amusant, le père menace sa fille, la jeune première, de l'envoyer au refuge, qui était voilà, le couvent des pénitentes, hein, si elle n'obéit pas. Et Madame Ulrich, elle finira effectivement. À quel âge? On ne sait pas, on a très peu de choses sur Madame Ulrich, hein, donc, elle a un destin absolument incroyable. Mais donc voilà, entre Françoise Pascal, Madame Ulrich, mais ça voilà, mais il y a plein de figures entre, hein, voilà, de ces autrices, c'est assez incroyable. Et au théâtre, alors? Est-ce que tu as des projets de mise en scène? Ça va reprendre? Alors oui, en ce moment, je monte les fables de Marie de France, voilà, 12e, 13e siècle. Alors c'est pareil, hein, c'est les fables de Jean de La Fontaine, hein, en fait, les 400 ans. Avant La Fontaine, le premier fabuliste est une femme, en français, c'est Marie de France, qui reprend les fables d'Ésope, donc plusieurs siècles avant La Fontaine. Donc on retrouve le corbeau et le renard, voilà, toutes ces fables, mais dans la version 12e, 13e de Marie de France. Elle a été très connue à l'époque pour ses fables. Donc là, on les remonte, c'est mon premier jeune public d'ailleurs, un spectacle jeune public. Et puis une conférence spectacle adaptée d'un essai d'une chercheuse américaine, Robin P. Williams, qui démontre absolument de façon incroyable comment en fait Shakespeare, mais pas William Shakespeare, mais sans doute Mary Sidney, comtesse de Pembroke. Donc voilà, que derrière Shakespeare, il y aurait une autrice. Voilà. C'est un vieux serpent de mer. C'est un vieux serpent de mer. En général, on attribue quand même les œuvres à un homme, et c'est donc là à une femme. Et c'est vrai que quand on l'annonce comme ça, on se dit oh là là, c'est encore une hypothèse. Moi-même, au départ, je me dis quand même, faut peut-être pas aller trop loin.
Et en plongeant dedans, j'ai été happée par cette démonstration. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas effectivement prouver dans le marbre que Marie-Sidney Herbert, comtesse de Pembroke, est Shakespeare, mais par contre, il apparaît finalement qu'il est beaucoup plus vraisemblable qu'il puisse être Shakespeare que le fameux William Shakespeare. Donc cette question, voilà. Donc on ne peut pas dire oui c'est vrai, par contre, oui c'est complètement vraisemblable. Et rien que pouvoir dire qu'il est vraisemblable que Shakespeare soit une femme, déjà voilà, ça tourne beaucoup de choses. Et ça, c'est quelque chose que vous allez jouer? Non. Que j'ai créé cette année-là, malgré tout. Ça a été créé au CDN de Montluçon, au Théâtre des Îlets, en septembre 2020. Et puis les Fables de Marie de France, là, ont été créées à la ferme de Bel-et-Bas au mois de mars. Ça s'inscrit aussi dans tout un réseau qu'on appelle le réseau Édifier notre matrimoine, qu'on est en train de constituer pour que justement il puisse y avoir un réseau de production et de diffusion de ces pièces, ces œuvres en France, parce que c'est encore très difficile de les monter. Donc j'ai des théâtres partenaires et on essaie de créer un réseau pour que d'autres metteurs en scène et metteuses en scène s'emparent de ces textes et les légitimes et montrent tout. Est-ce que vous pouvez justement faire un petit focus sur le matrimoine, parce que moi, on sent ce qu'il y a derrière, mais peut-être de façon un peu, oui, un peu plus précise. C'est vrai que moi je me manie un petit peu, j'oublie que effectivement, ça aussi, pour moi, ça a été les plumés, voilà, déjà de pouvoir remplumer les autrices de théâtre de l'Ancien Régime avec Françoise Pascal, mais ce qui était pour moi aussi émouvant, c'était de voir qu'effectivement, c'était aussi la première édition et collection, donc utilisant le mot matrimoine et le revendiquant. Donc le mot matrimoine, en fait, c'est un mot qui m'intéresse parce qu'il n'est pas un néologisme. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'a pas cherché matrimoine en le calquant sur patrimoine. C'est un mot qui existe depuis le Moyen-Âge, tout comme le mot autrice encore bien avant. C'est un mot qui existe depuis le Moyen-Âge, c'est-à-dire que quand un couple se mariait, eh bien, il déclarait les biens hérités du père, c'était le patrimoine, et les biens hérités de la mère, c'était le matrimoine. Voilà. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, eh bien, quelques siècles plus tard, il ne reste plus que les prestigieuses journées européennes du patrimoine et les agences matrimoniales. Voilà. C'est-à-dire que le patrimoine est devenu non pas simplement les biens du père, mais les biens de la patrie, de la nation, et que le mot matrimoine, lui, complètement disparu, qui n'est plus resté que l'adjectif patrimonial, et qui renvoie uniquement à la sphère du mariage, à la sphère privée, bref, à la sphère où on a effectivement renvoyé les femmes. Donc c'est un mot dont l'histoire politique est très intéressante. Et donc, voilà, c'était dans le cadre, donc j'étais au mouvement HF pour l'égalité femmes-hommes dans les arts et la culture. Et voilà, vers 2014, voilà, j'ai porté un peu ce matrimoine qui, en 3 mots, en 3 syllabes, voilà, permet de faire émerger en fait une histoire qu'on a longtemps cru inexistante. Donc de donner un mot à cette histoire et de montrer que voilà, ce mot existe et ce qu'il recouvre existe aussi. Ce qui n'est pas évident hein, pour beaucoup d'entre nous. Et donc on a lancé les premières journées du matrimoine en 2015, qui depuis se sont vraiment développées. Il y en a de plus en plus en France, mais aussi en Belgique. Bruxelles, le Parlement bruxellois a notamment donné son accord pour le soutien financier aux premières journées du matrimoine. Genève aussi, en septembre, va lancer ses premières journées du matrimoine. Et puis ici, pas loin, la ville de Montreuil aussi également, en septembre, va lancer ses premières journées du matrimoine. Et puis le théâtre des Îlets, le CDN de Montluçon, donc, qui est un théâtre partenaire dirigé par Carole Thibault depuis 2016, qui fait tous les ans effectivement aussi ces journées du matrimoine. On peut faire un truc à Saint-Mandé là, non? Ouais, pourquoi pas. Ouais. Déjà très demandé. Hein. Mais oui, non mais c'est vrai. Oui, bien sûr. Enfin, surtout si Montreuil y est, Montreuil c'est le côté quoi. De toute façon, il y a le réseau HF Île-de-France qui relaie les journées du matrimoine sur toute l'Île-de-France. Oui. Après, les villes peuvent s'en emparer indépendamment. C'est le même jour que les journées. C'est le même jour, les mêmes jours. En septembre 2018.
système. Bon, moi, je m'inscris pour faire un événement ce jour-là. Enfin, c'est en même temps, si vous êtes prise à Montreuil, je ferai avec vous, mais je sais pas, pour faire un truc, quoi. Mais oui, mais puis, je voudrais aussi, il y a aussi la ferme de Belle-et-Bas, théâtre de Guyancourt, hein, qui vraiment a été moteur pour moi, pour la représentation de ces pièces, hein, qui, avec son directeur Johan Lababre, qui s'est vraiment, voilà, dès 2015, m'a permis de monter la première pièce que j'ai représentée, qui est le favori de Madame de Viedieu. Donc, C'est la même là où vous mise êtes en scène que rencontrés, l'épée de bois. oui, c'est celle-là. C'est ça, la pièce que tu as vue, c'est ça? Tu l'as vu aussi, je sais. Oui. Une pièce incroyable. Alors, quand est-ce qu'on peut de nouveau voir une pièce mise en scène par Aurore Evans? Alors, frustré, lui, en plus. Normalement, il y a un nouveau festival qui va se créer. On attend la confirmation, mais c'est presque sûr, dirigé par Héloïse Luzzati, consacré aux compositrices de musique, où on va jouer les fables de Marie de France et peut-être le favori, puisque le favori était joué aussi. On a repris des airs de compositrices du XVIIe siècle, parce qu'à l'époque, ça avait été monté avec des airs de Lully qu'on a perdus. Dommage, on a été obligé de les remplacer par des compositrices. Voilà. Donc peut-être que ça va se rejouer là. Et puis à Avignon aussi, on va du coup faire 4 soirées exceptionnelles à Artéfil, au théâtre Artéfil, autour justement du réseau Édifier notre patrimoine, où je vais représenter donc les fables de Marie de France et la conférence spectacle sur Marie Sinet du 10 au 13 juillet. Il y aura aussi un ciné-concert qui est les pionnières du cinéma, fait par Isabelle Olivier, qui projette des films d'Alice Guy et d'autres premières réalisatrices du début du XXe siècle. Oui, je crois, effectivement. Voilà, qui est un excellent aussi ciné-concert. Et il y aura une pièce aussi qui va être montée pour la première fois, la supercherie réciproque, que j'aime beaucoup aussi, qui pourrait d'ailleurs aussi intéressant, je ne sais plus si je crois que je l'ai. Voilà, la supercherie réciproque de Madame Benoît, qui date du XVIIIe siècle. Hein. Je l'avais. Ouais. Donc elle va être montée l'année prochaine. Ça va faire Une petite pièce courte en plus, mais qui voilà, avec une jeune femme qui ne veut pas, qui ne se contente pas de son sort, et un jeune homme aussi. Ouais. Et c'est intéressant, oui, pour revenir aussi sur la question des ces pièces sont aussi très intéressantes parce que justement les autrices justement renversent les stéréotypes en général. C'est-à-dire qu'on a des femmes fortes, des héroïnes qui sont souvent le choix du politique par exemple, et puis on a aussi un retravail du masculin avec des héros qui vont, eux par exemple, vont préférer choisir l'amour que le politique, avec aussi des personnages de père, qui notamment dans le Brutus de Catherine Bernard, ou même chez Marianne Barbier qui a écrit des magnifiques tragédies au début du XVIIIe siècle, ou à la Comédie Française, qui ont fait les plus grands succès de la Comédie Française au début du XVIIIe. Elle a même été traduite aux Pays-Bas à l'époque, Marianne Barbier. Et des personnages de père, voilà, qui sont pris en dilemme entre leur amour pour leurs enfants et puis leurs obligations de sénateurs, romains, etc. Donc cette question de la paternité aussi est un thème assez intéressant chez ces autrices. Voilà. C'est envie, hein. T'as envie de tout lire. Est-ce que vous avez des questions à poser, des remarques à faire? Il était temps. Effectivement, la visibilité des femmes dans la littérature et dans le théâtre, c'est totalement insupportable. Moi, j'ai vu l'histoire littéraire, c'est un très gros livre paru chez Gallimard, qui parle de l'histoire des femmes et de la littérature. J'ai découvert par exemple que Christine de Pizan, qui avait été retraduite au cours du temps. On a même transformé ces textes pour évidemment la ridiculiser. Enfin, on se rend compte, enfin, toute l'histoire des femmes et de la littérature, elle est absolument terrifiante. Enfin, c'est pareil dans le théâtre, dans le cinéma. Enfin, dès qu'on creuse sur l'histoire des femmes artistes, on se rend compte qu'il y a des inégalités terrifiantes. Et puis, c'est toujours toutes ces femmes qui se sont fait repiquer leurs œuvres. Enfin, on a la même situation chez les compositrices. Donc, on commence à en parler. Hein. Il y a de plus en plus de compositrices qui n'ont se rue, mais qui ne sont jamais jouées. Je veux dire, moi, j'ai cherché un concert de compositrice à Paris il y a 2 ans. On a travaillé avec le Conservatoire de Saint-Denis sur
les femmes compositrices. Il y avait un seul concert à la Cité de la Musique, et ça s'appelait Féminin Pluriel. Il n'y avait même pas le nom des femmes. On l'avait le soir du programme, donc c'était des compositrices contemporaines. Et donc voilà, c'est la même chose dans le théâtre et dans la littérature, et c'est important d'avoir des éditions. Bon, moi je connais bien Talent Haut, j'adore les livres pour enfants de Talent Haut, j'en ai beaucoup offert. Et puis les Plumés, je trouve que c'est un titre formidable. Alors là, franchement, chapeau pour la plume et pour l'idée. Donc ça donne envie, oui, ça donne envie de les lire, mais c'est aussi faire de la médiation, de faire découvrir, en parler aux amis pour qu'effectivement ces autrices soient lues. Et puis il faut aussi, alors pour les autrices de théâtre, il faut qu'elles soient montées. Il faut qu'il y ait des moyens derrière. Parce que finalement, quand on va au théâtre, enfin je veux dire que ce soit dans l'ensemble des théâtres nationaux, des centres dramatiques nationaux, on voit, ce sont toujours les mêmes pièces. Ce sont toujours les mêmes auteurs qui sont joués. Alors, à quelques exceptions, il y a quand même de la création, mais sur les femmes autrices, oui, il y a eu Elfriede Jelinek, théâtre de l'Odéon il y a 2 ans, mais moi j'ai jamais vu, on m'a dit que c'était pas bien, j'en sais rien, mais moi j'ai jamais vu de pièces de Georges Sand, par exemple. C'est jamais monté. Je veux dire, je peux pas imaginer qu'avec toutes les pièces qu'elle a écrites, qu'il n'y ait pas une pièce qui soit intéressante. Alors c'est vrai que c'était le contexte du Berry dans son château, mais c'est jamais monté. Même Duras, elle n'est pas énormément montée. J'ai vu au Lucernaire, dans une salle qui peut accueillir 30 personnes, une pièce l'année dernière, mais elles ne sont pas montées, les autrices. Non, mais elles ne sont pas montées, et c'est toujours ce que rageant, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de venir toujours dire elles ont existé, etc. Parce que si on continue à emmener par quart entier, collège, lycée, revoir le bourgeois gentilhomme, etc. Parce que c'est ça, c'est que les théâtres, notamment, vont aller puiser dans le théâtre classique Molière, Corneille, Racine, parce que c'est dans les programmes, parce que du coup on se dit les écoles c'est ce qu'elles veulent, etc. Donc c'est très difficile d'aller contre ça. Or il n'y a que quand on les monte, ces pièces, vraiment on voit leur valeur. Et c'est pareil, il y a aussi une mauvaise lecture de ces pièces. Moi, je connais, il y avait une metteuse en scène qui avait un projet magnifique sur Marianne Barbier de Harry et Pétus dans son pièce. Elle avait presque trouvé un producteur, son enveloppe de production. Il y avait un théâtre qui lui avait dit oui, et elle a eu le malheur de donner le texte à lire. Ce qu'il ne faut surtout pas faire. Ils ne savent pas lire ces textes. Autant Corneille, on ne va jamais critiquer une ligne d'une pièce de Corneille ou Molière. Pourtant, s'ils arrivaient comme ça, sans avoir tous ces siècles de sacralisation, on se dirait qu'est-ce que c'est que ces textes, hein. Voilà. Donc il a lu le texte, et finalement il s'est retiré, alors que c'est une pièce magnifique. Donc on ne sait pas lire ces textes de façon objective, c'est pas vrai. Il faut vraiment, donc et je suis sûre qu'il aurait vu la pièce monter, il aurait dit autre chose. Mais donc c'est pas évident de lutter contre ces siècles de... C'est un peu le même problème pour la poésie. Mais ça renvoie à qui aussi dirige les théâtres. Enfin, je veux dire, Montluçon, Carole Thibault, c'est une metteuse en scène, une autrice extraordinaire, extrêmement engagée, féministe. Alors, c'est pas un hasard, mais je veux dire, que font les autres? Je veux dire, on est obligé de râler pour dire, mais et on a 38 CDN en France, il y avait 1% de théâtre de CDN qui était dirigé par les femmes, on était à 10%, c'est en train de rebaisser, là, parce qu'il y a eu des nominations qui atteint les chiffres, termine pas du tout, on en a parlé l'autre fois, mais c'est absolument délirant, quoi, je veux dire, ils sont dans l'entre-soi, quoi, je veux dire. Je sais pas, pardon, je sais pas ce qu'est devenu le Chaudron. Je sais que le Chaudron, à l'époque, était dirigé par une femme, et elle ne montait que des textes, elle ne prenait que des metteurs en scène femmes. Ah oui. À l'époque, je ne sais pas si c'est... ça a fermé, ça n'existe plus le Chaudron. Mais il y a quelques années, n'étaient montés que des spectacles montés par des femmes. C'était la politique de la maison. Bon, il y en avait une. Après, il ne faut pas forcément revendiquer ça, mais... Non, mais bon, quand une femme prend la direction d'un théâtre, moi j'ai vu ça. Quand Carole Thibault, elle arrive à Montluçon, qui n'est pas non plus le grand CDN, elle en a pris plein la figure. Enfin, c'était immonde. Alors que je veux dire, c'est quand même.
enfin voilà, c'est une très grande metteuse en scène, c'est une très grande autrice, et il y a eu des propos absolument ignobles de la part des gens du métier. Et je veux dire, bon, moi je connais bien Christophe Roth qui a dirigé le théâtre Gérard-Philippe, il était à Lille, allez hop, il récupère les amandiers, je veux dire, et c'est toujours les mêmes. Et alors lui, il s'intéresse pas du tout au territoire parce qu'ils tiennent toujours le même discours. Moi, je vois la différence avec l'arrivée d'une femme. Alors, les théâtres sont fermés, mais sur le théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis, première chose qu'elle a fait en arrivant, elle a mis en place des ateliers théâtre pour les jeunes l'été. Elle a mis en place des ateliers théâtre pour les femmes avec des modes de garde pour les enfants. Ben ça, je suis désolée, c'est pas un mec qui va penser des trucs comme ça, je veux dire. Et elle s'intéresse au terrain, je veux dire, elle est venue dans la librairie, elle a envoyé ses comédiens dernièrement faire des lectures de textes. Je n'ai jamais vu ça, mais même si j'aimais beaucoup Jean Bellorini, hein, je n'ai jamais vu ça de la part des directeurs de théâtre du théâtre Gérard-Philippe, que je connais très bien parce que j'ai vécu 18 ans à Saint-Denis. Ils ne sont jamais sur le terrain. Je veux dire, ils sont dans des sphères, ils se reproduisent entre eux, hein, ils se coproduisent, et puis de toute façon, c'est toujours les mêmes textes qui sont montés. Alors la question des femmes, c'est pas un sujet. Par contre, si dans les théâtres, c'est rempli de public féminin et toute l'administration, les secteurs de relations publiques, etc. Quelques techniciennes maintenant, enfin on en a de plus en plus, mais bon, ça rame un peu. Mais bon, donc en fait, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment faire connaître ces textes. Et moi, je pense, nous, en Seine-Saint-Denis, on a des médiathèques qui ont une mâle égalité, qui circulent dans les écoles avec des livres dès la maternelle. Alors, il y a des maternelles, école élémentaire, collège. Donc, moi, je vais leur parler enfin, ils doivent connaître en tant que médiathécaires des plumés, et pour que ces livres-là intègrent aussi ces malolivres qui sont destinés aux établissements scolaires pour travailler sur ces questions d'égalité filles-garçons. Enfin, il faut y rentrer, faut faire de la médiation dans tous les sens, quoi. Effectivement, l'école, c'est très important. Il faut que ces livres-là soient offerts, enfin, quand il y a les mairies qui offrent des livres aux enfants chaque année. Enfin, nous, on a 14 000 bouquins qui sont offerts, ça fait vivre d'ailleurs la librairie, c'est très important, c'est des choix politiques. Je veux dire, il faut que ces livres-là soient dans les malles aux livres pour que ça circule, pour que tout le monde les ait entre les mains, quoi. Que ça on voit bien, ça a été dit par nous deux, qu'à la base, c'est quand même l'éducation bien sûr. Qui est le point de départ d'une prise de conscience et d'une diversification des autrices et des œuvres proposées. Même si le prix Goncourt s'ouvrait, ça ne changerait pas non plus la face du monde. C'est vraiment le programme scolaire et le manuel scolaire qui en découle, et une volonté politique, effectivement, de changer les représentations à l'école. Hein. Et il n'y a que ça qui va vraiment faire. Ça commence à bouger quand même. Ça commence à bouger. Mais, sur les prix Goncourt, j'avais réalisé un quiz matrimoine pour les Journées du matrimoine avec la librairie Folie d'Angle de Saint-Denis l'année dernière. Et bon, je posais la question, quelle est la première femme qui a eu le premier prix Goncourt? Évidemment, c'est Elsa Triolet. Alors, Elsa Triolet a été complètement oubliée. Je veux dire, il y a des tas de livres qui sont plus édités. Enfin bon, et personne n'a été capable de répondre. Donc après, je disais combien de prix Goncourt. De toute façon, c'est toujours les nombres les plus bas. Je crois que c'est 12. Depuis la création du prix Goncourt, c'est 12 femmes. Je veux dire, c'est quand même hallucinant, quoi. Et quand on interroge les gens, qu'on leur dit, bah, effectivement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, citez-moi un nom d'auteur ou d'autrice. Alors tout le monde arrive à trouver Victor Hugo, Molière, enfin ils ont gagné, hein, parce que c'est les manuels scolaires, c'est l'éducation que reçoivent les enfants, mais les autrices, on n'y arrive pas. Mais c'est pareil avec la peinture. Tout le monde va citer Picasso. Alors dès qu'il s'agit de sortir le nom du peintre, alors là, ça mouline. Hein. Non, mais c'est vrai que pour moi, ce matrimoine, cette édition, c'est vraiment un outil, un puissant outil pour lutter contre cette violence symbolique qui est invisible. Donc on continue à transmettre, même malgré nous, hein, toujours la même chose. Et c'est vrai que, par exemple, je prends Marguerite Audoux. J'ai découverte, moi, en 2017, parce que justement, on travaillait avec Carole Thibault, donc à Montluçon, sur les Journées du matrimoine, et qu'elle est, voilà, elle est de cette région, donc Marguerite, voilà, donc moi, on a commencé à prendre toutes les autrices du coin pour justement les mettre en valeur. Mais c'est un chef-d'œuvre. Et moi, franchement, quand j'ai lu, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aurais aimé le lire quand j'avais 14-15 ans, et j'ai brusquement l'impression qu'on m'avait volé un livre. Et vraiment, c'est toujours
et même de la colère, hein, parce que vraiment on se dit, mais comment ça se fait que cet ouvrage soit pas au programme scolaire? C'est hallucinant. Enfin, donc ça, oui, vraiment, moi j'ai l'impression qu'on m'a volé plein de livres. Donc voilà, donc Talent Haut me les rend. Vous avez édité La Folle en chair, donc, chez Non, Talent Haut, non? non, parce qu'on l'avait trouvé, on l'avait trouvé complexe. Sans appareil critique, c'est peut-être pas Ouais. facile. Si, quand il y aura 10 représentations de La Folle en chair sur les Ouais. théâtres Oui. de France et de Oui. Navarre, ça sera faisable. Mais c'est vrai que voilà, c'est là que c'est injuste, hein, aussi pour ces pièces. C'est-à-dire que voilà, on peut pas les publier comme ça si facilement. Il faut arriver à les transmettre. Et du coup, c'est édité chez qui? Ça fait partie du volume 3 de l'anthologie du théâtre de femmes de l'Ancien Régime, donc, qui malheureusement n'est pas encore édité chez Classique Garnier. Donc, pour l'instant, c'est un magnifique volume, il y a les pièces de Catherine Bernard dedans, etc. Pour l'instant, il n'est qu'aux presses universitaires de Saint-Étienne, parce qu'il faut qu'ils soient épuisés pour qu'on puisse les rééditer chez Classique Garnier. Et comme c'est de plus en plus difficile de les trouver, ça se vend là. On en finit. Je ne sais pas si ce volume 3 arrivera enfin. C'est comme La Cité des Dames. Hein. Ça fait partie des textes de femmes tellement importants, très lisibles. C'est un grand texte politique et féministe, on peut dire, qui est abordable par des contemporains, par nos contemporains et contemporaines. Il y a une édition un peu vieillotte qui est toujours disponible. Pour en faire une nouvelle, il faut effectivement vaincre allez, on va employer des termes très généraux, des arcanes universitaires et des querelles de chapelle pour arriver à avoir une nouvelle traduction sans se mettre à dos certaines chapelles, oui, c'est un peu ça. Donc c'est assez complexe tout ça et ça ne sert pas la littérature. Et ça sert encore moins la littérature qui a déjà du mal à exister, forcément, parce que les obstacles se cumulent. Donc La Cité des Dames, elle est quasiment introuvable, enfin on la trouve en bibliothèque, hein, mais c'est une édition dans une traduction de l'ancien français qui est assez ancienne, et à chaque fois que quelqu'un essaie de l'exhumer, il se heurte à des ayatollahs. Oui, mais cette question de la traduction, elle est importante parce qu'effectivement, là, on est forcément du coup déjà, faut arriver à retrouver ces textes en France, mais il faut se dire qu'on a exactement la même chose, voilà, dans les autres pays. C'est-à-dire qu'on aurait, Afra Ben, qui a été une dramaturge prolifique contemporaine de ces autrices, de Françoise Pascal, à la fin du XVIIe siècle. Il n'y a aucune traduction disponible en français. Il y a juste une sur un manuscrit qui est disponible dans une bibliothèque spécialisée, alors qu'à la fin du XVIIIe siècle, encore, il y avait déjà une anthologie des autrices de théâtre de l'Ancien Régime, françaises, mais aussi anglaises, italiennes, danoises. C'est-à-dire, et on pouvait lire, du coup, Afra Ben en anglais, encore une fois, à la veille de la Révolution française. Aujourd'hui, on ne peut pas la lire. Donc il y a aussi tout un chantier de traduction de pièces, ce matrimoine. Voilà. Il y a du travail pour les chercheurs. C'est génial, tout à fait. Et puis il y a toutes ces femmes qui se sont fait spolier leur œuvre finalement, parce qu'on le sait aujourd'hui, petit à petit. Mais Colette, c'est une notoriété, on connaît un peu on connaît son histoire. Et puis c'est que même elle a eu. C'était une autrice qui a été très lue, qui a eu un franc succès, mais il y a eu plein d'autrices dont les maris, les pères ont repris leurs écrits. Catherine Bernard, grâce à Voltaire, quand même, jusqu'à la fin du XXe siècle, ses œuvres ont été publiées par un chercheur français au nom de Fontenelle. Ah ouais. C'était quand même bien la peine qu'il soit avec une Châtelet, celui-là. Non, on ne sait pas son avis. On ne sait pas grand-chose. Ils ont travaillé ensemble, effectivement. Mais bon. Vous expliquiez tout à l'heure comment vous retrouviez, vous retissiez les fils de toutes ces autrices. Est-ce que vous passez par d'autres chemins dans les livres d'histoire ou dans d'autres autres que les livres que vous avez cités?
Pour retrouver ces textes, c'est ça? Et ces femmes aussi. Ces autrices? Bah, vraiment le travail qu'a fait Nadège Bonifay au 1988 et puis prolongé par Cecilia Beach, vraiment, je crois que moi j'ai vérifié après, effectivement. J'ai fait un long travail pour éplucher tous les dictionnaires, histoire, etc. Du théâtre depuis le 18e, hein, puisque c'est à peu près là que ça commence. C'était assez exhaustif. Hein. Ouais, on y trouve vraiment. On va forcément retrouver des manuscrits, mais dans tout ce qui a été édité, en tout cas, les pièces qui ont été éditées, parce qu'il y en a beaucoup qui ont écrit et qui n'ont pas été éditées. Donc là, il y a sans doute des choses à retrouver, des manuscrits, des choses comme ça. Mais dans toutes les pièces qui ont été éditées à l'époque, je pense que la liste est exhaustive. Hein, Je ne sais pas si votre question était spécifique sur le théâtre ou plus général, parce qu'il y a quand même maintenant, on a accès à la numérisation d'un certain nombre de titres sur le site de la BNF, donc Gallica, qui nous facilite le travail. Il y a le travail de l'association, le deuxième texte aussi, qui est très important pour les textes écrits par des femmes, et qui est tout un travail de forme wiki, enfin de mise en commun de ressources. Je parle sous le contrôle de Philippe qui se cache là-bas, mais il en parlerait beaucoup mieux que moi. Pour le grand public, en tout cas, il y a des accès numériques qui sont plus faciles déjà maintenant qu'il y a 5 ans, quand on a commencé à réfléchir. Ça se développe quand même. L'accès aux œuvres est quand même un petit peu facilité. Et puis quelques anthologies. Éric Dussert a publié Caché par la forêt. Oui. Qui est une anthologie d'œuvres de femmes, enfin une anthologie d'autrices plus exactement, assez un peu dans notre esprit, hein, c'est-à-dire un peu pioche un peu au gré de son humeur. C'est pas une œuvre universitaire systématique et exhaustive, mais ça donne des idées, des envies de lecture en fait. Hein, c'est vraiment ça qu'on a envie de dire sur cette collection et sur c'est qu'il faut donner des envies de lecture parce qu'il n'y a que la curiosité de découvrir ce que j'appelle la partie immergée de l'iceberg qui fera avancer les choses, puisque moi je ne suis pas ministre de l'Éducation nationale et ce n'est pas mon projet. Donc je continue en tant qu'éditrice. C'est dommage. En tant qu'éditrice, je ne peux faire que ça. C'est déjà beaucoup. Non, déjà beaucoup.